Bonsoir à toutes et à tous. J'ai été invité à parler d'un petit sujet par Thierry Denis, les humanités. Merci pour ce cadeau. Mais d'abord, est-ce que l'humanité se décline au pluriel, les humanités? Pourquoi les humanités? Pourquoi avons-nous besoin non seulement d'humanité, mais des humanités? Alors c'est d'abord ce pluriel qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a évidemment d'une part l'humanité, cette grande communauté à laquelle nous appartenons, cette fraternité, qui se retrouve sous différents continents, différents âges, différentes formes, mais qui a quelque chose qui lui appartient d'essentiel, le commun. Est-ce qu'il y a plusieurs humanités? Non, il y a une humanité, et les anthropologues comme Lévi-Strauss et d'autres ont bien montré des fondamentaux, des invariants séparés par des océans, des continents. Donc nous sommes une humanité. Mais il y a bel et bien des humanités en termes de singularité et en termes de facettes, comme le dit Leibniz. Vous savez, Leibniz parle de Dieu comme l'ensemble des points de vue possibles sur le monde. C'est-à-dire que vous avez une dimension, une instance, mais il y a une infinité de points de vue sur cette instance qu'il appelle les monades. Eh bien, on pourrait dire que les humanités, c'est l'infini des fenêtres ouvertes sur l'humanité. Tout ce qui va nous donner ces ouvertures, ces points d'accès, ces points d'entrée, pour embrasser, pour comprendre, pour inventer des chemins. Alors, qu'est-ce qui, dans ce cas-là, pourrait, c'est une tentative de définition un peu folle, à laquelle se sont livrés tous les philosophes, anthropologues, scientifiques, depuis déjà des siècles. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que c'est que cette humanité? Qu'est-ce qui nous définit comme humains? Peut-être une question qui n'est pas tout à fait inutile au moment où on voit des multiplications de preuves, de marques d'inhumanité. Des gens qu'on laisse mourir en mer, des gens qu'on massacre, des femmes qu'on viole. Baudelaire disait « Tout journal, de la première à la dernière ligne, n'est qu'un tissu d'horreur ». C'est il y a 2 siècles. Que dirait-il s'il ouvrait un fil Twitter, une chaîne de télévision, les réseaux sociaux, etc. Pas un tissu d'horreur, un tombereau d'horreur. Alors qu'est-ce qui peut nous raccrocher à cette humanité, à cet humain? Je verrai, et ceci pourrait être discuté pendant des jours et des nuits, mais je verrai moi 5 dimensions. Être humain, ce que nous dit Rousseau, c'est la perfectibilité. Discours de l'origine de l'inégalité. Rousseau se demande si je devais définir ce que c'est qu'être humain. Eh bien, ça veut dire d'abord être capable de se transformer, de se perfectionner, d'être en devenir. Deuxième dimension, et c'est Rousseau toujours qui nous la donne ailleurs, la compassion. Le fait de sentir avec, littéralement, de ressentir, d'éprouver avec. Plus que la sympathie, plus que l'empathie, le fait d'avoir cette capacité de se relier à l'autre et de ressentir avec lui, ce qui peut aller jusqu'à la pitié. Troisième dimension que je verrai, c'est le langage. On pourrait se demander s'il y a un langage animal, on pourrait entrer dans ces débats. Je dirais même peut-être la parole. Le fait qu'on puisse articuler, sous différentes formes d'ailleurs, une pensée. La quatrième dimension que je verrai nous est donnée celle-là par Aristote. Zoon politikon. Vous avez cité, Thierry, zo, donc la vie vivante, hein, eh bien, un animal politique. Qu'est-ce que veut dire un animal politique? Alors non pas la politique telle qu'on l'envoie à la grandeur ces temps-ci, hein, n'est-ce pas? Mais la politique au sens de la communauté, de la collectivité. Le fait d'être avec les autres et de vivre ensemble. On pourrait débattre aussi, est-ce que Robinson Crusoe, est-ce qu'un homme seul? Bon. En tout cas, je pense que cette dimension d'être avec, de collectivité, est fondamentale à l'humain. Et la 5e dimension que je verrai, fondamentale, de l'humain, c'est sa capacité, son aptitude et sans doute même son besoin de ritualisation. C'est-à-dire d'instaurer par des pratiques sociales, par des pratiques religieuses,
quelque chose qui relève du code et qui n'est pas simplement l'ordre naturel des choses. Partout où un homme prend une poignée de terre pour enterrer son frère qui est mort, il y a ritualisation, il y a quelque chose de l'humanité. Antigone, quand elle invoque les lois divines, par exemple, je vais enterrer mon frère qui pourrit dehors parce que ce sont les lois des dieux, ce sont en fait des lois humaines. Des lois fondamentales de l'humanité qui veut dire qu'on doit, à un moment, accorder un rituel. On peut appeler ça la transcendance, on peut appeler ça Dieu, on peut considérer que la République est une forme de transcendance, on peut appeler ça le divin. Il a 1000 formes. Mais il y a bien quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous dépasser. Et c'est là que je veux en venir, c'est que l'être humain est constamment ce qui est amené et appelé à se dépasser, à s'élever, à sortir de lui-même. Sartre dit « connaître, c'est s'éclater vers », c'est-à-dire sortir de sa conscience pour aller vers autre chose. Eh bien, on pourrait dire qu'en effet, il y a quelque chose de cette dynamique, de cette sortie de soi. Même quand on rumine en soi-même, on est en fait en train de sortir de sa pensée pour aller s'examiner, etc. Ce mouvement-là fait qu'en effet, et tu l'as très bien dit, Denis, il y a devenir permanent. On est en devenir. Quel est l'animal qui le matin a 4 pattes, à midi 2 pattes et le soir 3 pattes? C'est l'homme. Le plus important, c'est que son nombre de pattes change. Ça veut dire que cette évolution, ce devenir, cette métamorphose nous est essentielle. Donc nous sommes des êtres en devenir, nous sommes des êtres en métamorphose. Ce qui m'amène maintenant à considérer à une échelle plus ample cette notion d'humanité, justement, comme une histoire. Et finalement comme le grand héritage de transmission qui nous est donné. Nous sommes aujourd'hui dans une triple illusion. Illusion du présent, de l'hyper-présent, il n'y a que le présent qui compte, hein. Une information chasse l'autre. Ce qui était avant n'existe pas. Vous savez, en anglais, aux États-Unis, pas à Londres, mais on dit « this is history ». Ça veut dire aux États-Unis, ça n'existe pas. L'histoire, c'est ce qui n'existe pas. Il faut avoir un singulier concept de l'histoire pour considérer que c'est ce qui n'existe pas. Eh bien, l'illusion que seul le présent existe, que ce qui était avant n'existe pas, que finalement nous sommes les héritiers de rien, que nous sommes là et constamment, est une illusion contemporaine extrêmement dangereuse, accentuée par une deuxième illusion, l'illusion de l'instantané. J'appuie, ça s'exécute. Il n'y a donc pas de temporalité, il n'y a pas cette nécessité du temps long. Et d'ailleurs, vous savez bien que dès qu'une fenêtre ne s'ouvre pas dans notre ordinateur, on s'énerve. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. 3 secondes. Le rapport au temps a profondément changé. Comment avoir la perception de ce temps long sur des siècles, sur des millénaires? Je travaille sur un art, le théâtre, qui a 25 siècles. Ça donne un peu de profondeur de temps. Et on est dans un autre rapport que cet hyper-présent, cet instantané. Et puis la troisième illusion, c'est l'illusion de la toute connaissance, de l'omniscience. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour « Ah, tu sais, moi je sais tout ». Je dis « Ah bon ?» « Ben oui, regarde. » Et il sort son téléphone, il me montre Wikipédia. Je dis « Ah bon, c'est bien, tu sais tout. Alors vas-y, parle-moi de la différence entre Picasso et Goya. » Bizarrement, il ne m'a pas répondu. En fait, cette illusion-là est exactement l'inverse de cette humanité comme l'immense héritage de ce temps long, de ce travail du temps, ce travail de la connaissance, pour comprendre d'où nous venons et qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors cette histoire, on pourrait aussi en parler longtemps. Cette histoire, elle a été vue très longtemps comme la succession des progrès, perfectibilité de l'homme et progrès de l'humanité. En effet, c'est la grande idée des Lumières. On se déploie, on progresse, on fait avancer les lumières de la connaissance. L'histoire a un sens, Hegel. Et cette histoire, c'est celle que l'homme va être de plus en plus libre, pour reprendre le dernier mot magnifique de ton propos, de plus en plus de liberté, de plus en plus de conscience. Un progrès, une forme d'optimisme historique magnifique. Et puis un développement de l'humanisme dans l'histoire. L'humanisme, c'est développer toutes les possibilités de l'être humain. Et en plus, dans le temps, jusqu'à atteindre peut-être cette démesure de se penser comme un dieu. On n'en est pas loin. En même temps, cette histoire, si on regarde en quoi elle consiste, et c'est ce qui nous intéresse directement, cette somme de transition, cette somme de métamorphose, de devenir,
d'évolution, de révolution parfois, eh bien, elle consiste en des réalisations humaines, des œuvres. Regardez les cathédrales. J'étais hier à Saint-Sulpice pour simplement respirer. Les tableaux, les monuments, les textes, tout ce qui fait que nous avons la fierté d'être hommes, femmes, et de nous dire que voilà, la somme des savoirs, la somme des réalisations, de la création, toutes ces merveilles du monde. Donc c'est aussi ça l'histoire de l'humanité. Cette somme extraordinaire depuis la préhistoire, depuis les grottes de Lascaux, de la créativité, de l'inventivité, des réalisations, de l'art. D'ailleurs, pendant très longtemps, vous savez, art et technique étaient le même mot. C'est une invention très récente, la distinction, comme pour la littérature d'ailleurs. Le mot techné en grec signifie à la fois art, artisanat et technique. Quand Platon parle de technai, il veut dire à la fois des artisanats, des arts et des techniques. La distinction, par exemple, technicien, artisan, artiste, c'est une invention, disons, du 19e siècle. Donc cette grande distinction-là fait que nous recevons toutes ces œuvres. Bien. Mais si l'histoire de l'humanité n'était que cela, ce serait merveilleux. C'est aussi une certaine somme, évidemment, de catastrophes, de destruction. L'être humain est très fort pour créer, et c'est ce que nous embrassons, ce que nous admirons, ce que nous apprenons. Mais c'est aussi, d'ailleurs, ce que dit Hegel, à nouveau lui, parce que quand on parle d'histoire, c'est quand même bien d'entendre son point de vue. Hegel dit « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Les moments de bonheur dans l'histoire de l'humanité sont des pages blanches. » Et ce qu'on retient, en effet, regardez à nouveau les journaux, ce sont les catastrophes. Voilà. Les guerres. Quel bilan du XXe siècle nous avons? Extraordinaire. 2 guerres mondiales, le goulag, les camps de concentration, plusieurs génocides, la bombe nucléaire. Alors, comment garder en tout cela une espèce d'espoir en l'humanité en ce XXIe siècle qui serait soit la fin de l'histoire, soit le commencement d'une nouvelle, laquelle? À nous de l'écrire. Et où trouver la force, la foi, le courage, surtout dans un moment de climat complexe, en effet, de transitions climatiques qui ne sont pas toutes positives. Comment trouver le ressort de nous dire que nous allons continuer à œuvrer dans le bon sens, puisque c'est bien la question du sens qui nous est posée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On connaît tous cette phrase tellement importante de Rabelais. La science, alors oui, nous sommes à un degré de développement de la science magnifique et des techniques, et heureusement, ça nous sauve à bien des égards. Et où trouver cette conscience d'utiliser les techniques dans le bon sens? Eh bien, et ce sera mon 3e point, et c'est par là que je vais terminer, à travers certaines figures essentielles, qui sont comme des points de repère pour nous. Il y a ce grand poème de Baudelaire qui s'appelle Les Phares. Rembrandt, Watteau, il prend des peintres, il aurait pu prendre des savants, etc. Des phares, des balises. Et même, on dirait, en effet, et c'est dans le programme que conçoit Denis, à mon avis, un des grands apports, des grandes lumières de ce programme, des figures. Des figures de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire une figure? J'aime beaucoup la polysémie de ce terme de figure. Figures, ce sont d'abord des visages. Ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes et des femmes de chair qui, dans les différents champs, les arts, la science, la religion, ont apporté quelque chose à l'humanité. Ingénieurs de l'humanité, en effet, des figures, c'est-à-dire qui ont vécu dans leur complexité, dans leur chair, avec des épreuves. Ce ne sont pas des dieux, ni même des demi-dieux, comme l'était Achille, non, des êtres humains, avec leurs failles, et qui ont été confrontés à chaque fois à des problèmes, à des questions, à des enjeux, et ayant trouvé, chacun, un ressort pour répondre et apporter quelque chose. Des figures, des visages. Le deuxième sens de figure, c'est évidemment la figure au sens du personnage. On pourrait parler des figures mathématiques, mais là on sortirait de mon domaine de compétences. Des personnages. Une figure, c'est-à-dire un personnage, ce qui suppose une histoire. Vous savez, la racine de figure est la même que fiction. Fingere, imaginer, peindre, fabriquer. Eh bien, ces personnages racontent la grande histoire de l'humanité. Et
côté passionnant de ce projet porté par Denis, c'est effectivement de raconter une certaine histoire de l'humanité avec une dramaturgie, avec une action, avec des moments, avec des questions, et de nous emmener jusqu'à aujourd'hui, comment ces questions nous parlent à travers ces figures, à travers ces enjeux, à travers ces drames, au sens général du terme, ces actions. Alors ce sont bel et bien des ingénieurs. Ingénieurs, et vous êtes bien placés pour le savoir, puisque c'est une grande école d'ingénieurs. L'ingénieur, c'est celui qui cherche. Alors là, on a plusieurs exemples. Vous savez, Picasso disait « moi je ne cherche pas, je trouve ». N'est pas non plus génial qui veut. Mais une démarche de l'ingénieur, c'est cette quête, cette recherche, le fait d'être constamment en mouvement. J'aime beaucoup cette phrase symétrique à celle de Picasso, de Beckett, qui dit « échouer mieux, échouer encore ». Et même en avançant dans son chemin, il y a cette phrase d'André Gide qui est « continuer, monter, suivre sa pente en montant ». Suivre sa pente en montant. Bon. Donc, tout ceci a comme point commun d'être dans une forme de démarche, de recherche. Et les ingénieurs, la racine même d'ingénieur, c'est celui qui va chercher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la racine d'ingénieur, je crois beaucoup à l'étymologie, comme vous l'avez compris, c'est la même que génie. La racine, c'est gens. Gens, c'est tout ce qui suppose la génération, la production, la création, la famille, mais la famille au sens de ce qui se transmet, justement, ce qui va donner forme à quelque chose d'autre. Même racine. Génération, génital, génie, ingénieur. Vous êtes des gens qui produisaient, créaient, appartenaient à cette grande histoire de la création qui produit des formes, invente des formes et cherche et trouve parfois, fort heureusement, dans une démarche dont on peut espérer qu'elle a du sens. Et c'est là que ce programme est essentiel des ingénieurs de l'humanité. Parce que quand, à la suite d'un accident, d'une pomme qui tombe, certes avec son génie, Newton conçoit la gravitation, quand Léonard de Vinci révolutionne la peinture, eh bien, toutes ces figures-là, qui peuvent nous sembler extraordinaires, peuvent être aussi des exemples, c'est-à-dire matière à trouver en nous des ressorts. Ce ne sont pas des étrangers lointains. Ce sont des miroirs qui nous sont tendus. Vous êtes, il y a peut-être dans cette salle, peut-être, le futur Gutenberg. Ce n'est pas impossible. Il y a peut-être la future Marie Curie. Peut-être. Qui sait? Comment savoir? On saura dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il y a cette question-là de ce qui est produit, du sens, et nous avons besoin de cette humanité-là. On a besoin de cette humanité. On a besoin de cette recherche de sens, de donner une conscience aux sciences, et voir cette galerie de figures à travers le temps, à travers 3000 ans, eh bien, c'est nous donner aussi matière à inspiration. Vous avez parlé d'inspiration, Thierry. Être inspiré, être traversé par ce souffle-là. Et je terminerai par une remarque. Je pense que cette démarche est une démarche magnifique aussi, dans un double sens, d'élévation. On a parlé du dépassement, du progrès, de la transmission, de ce qui est reçu, de l'héritage, de ce qu'on transforme. Et aussi une démarche d'humilité. Et la racine d'humilité, c'est promis, ce sera ma dernière racine. C'est humus, le sol. L'humilité, c'est ce qui nous rappelle que nous venons du sol. C'est ce qui nous enracine. Adama, en hébreu, Adam, c'est l'homme de la terre. Adama, c'est la terre. Adama, la terre, ça veut dire qu'Adam, littéralement, c'est l'homme de la terre, le glébeux, comme c'est traduit parfois. L'humilité, c'est notre terreau commun. Ça veut dire qu'avec cette conception des ingénieurs de l'humanité, avec ce parcours de culture générale, il s'agit de construire un terreau commun pour ne pas être simplement des exécutants, des techniciens, des techniciennes qui seraient spécialisés dans un domaine, mais bien avoir une conscience commune, partager un socle commun, être des citoyens et des citoyennes responsables, vous l'avez dit, la responsabilité, et pouvoir se parler. Ne pas être isolé dans des chapelles juxtaposées et au pire des bunkers où tout le monde se déteste, mais pouvoir se parler, pouvoir échanger à partir d'un terreau commun, d'un terrain commun. Ce dont nous souffrons aujourd'hui cruellement.
Raison d'ailleurs pour laquelle, je vous donne un scoop, je suis en train de créer le Centre des arts de la parole, un endroit où ces arts vont nous permettre, je l'espère en tout cas, vont aider à se parler plutôt que s'entretuer. La question de se parler, de pouvoir se parler, suppose d'avoir ce terrain commun, d'avoir ces références communes, d'avoir cette quête et cette inquiétude partagée. Eh bien, ce que je trouve merveilleux dans cette aventure, à l'initiative de Thierry et que déploie Denis, c'est que vous allez pouvoir être dans une démarche de déploiement, de développement, d'inquiétude salutaire, avec heureusement toutes les joies des découvertes. Je vous remercie.